Bonjour à tous, bienvenue au nouveau webinaire de QV privé. J'espère que vous allez bien. Pour beaucoup, si vous étiez des habitués des webinaires pendant le confinement, c'est la rentrée et la reprise de notre rendez-vous. Donc pendant le confinement, il était hebdomadaire et maintenant il va être mensuel. Mais j'espère que vous serez nombreux pour nos webinaires du mois. Aujourd'hui, je pense que vous le savez déjà, nous allons parler de la maturité des raisins et des vendanges. Donc, c'est un sujet qui est vraiment d'actualité. On va faire un petit tour des régions pour s'en apercevoir. Je vais laisser quelques minutes aux retardataires pour arriver à se connecter. On va commencer la présentation vers 19h02 ou 3. Juste un petit rappel, pas des règles, mais plutôt des modalités des webinaires sur Livestorm. Vous pouvez utiliser le chat. Je vois que certains l'ont déjà fait. Bonsoir à tous. Donc le chat, c'est tout simplement pour échanger, que ça soit entre vous ou avec nous. Il y a aussi les membres de l'équipe QV privée qui sont connectés pour vous y répondre. Et dans la partie questions, là, c'est plutôt pour poser des questions peut-être un petit peu plus de fond sur un sujet de la présentation. Et la partie questions, c'est moi qui vais essayer d'y répondre à l'oral. Donc chat, c'est un petit peu pour le fun. Et questions si vous avez vraiment des interrogations sur la maturité et les vendanges. Ensuite, vous voyez aussi comme onglet la partie sondage. Je vais m'en servir pour vous poser quelques questions, pour voir si vous écoutez bien, mais aussi des petites questions sur la culture vin. Voilà donc les trois onglets que vous pouvez utiliser. Bonsoir à tous. Bonsoir les amis de Bacchus, effectivement. Bon, en tout cas, je suis ravie de vous retrouver. Je ne sais pas si vous avez participé déjà à des webinaires préalablement, si c'est votre premier. Voilà, pour les nouveaux arrivants, je disais, on va attendre 19h03 et je vous partage la présentation rapidement. Je sais, je reconnais certains noms. Effectivement, il y a de grands fidèles au webinaire. Allez, je me lance. Je vous partage du coup les slides. N'hésitez pas à nous dire si vous les voyez bien. Hop. Voilà, c'est parti. Tout le monde les voit bien? Allez, place à la présentation. Donc, la maturité des raisins, effectivement, c'est le secret d'une bonne vendange. Donc, on va essayer de la définir et d'expliquer pourquoi c'est si important. Je ne vous présente plus, qvprivé.com, n'hésitez pas. Je vous ai mis aussi mon mail si vous avez des questions. Et vous avez, comme toujours, Morgane qui va vous envoyer dès la fin du webinaire les slides pour que vous puissiez les conserver. Il sera aussi disponible en lien YouTube si vous voulez avoir la lecture des slides par moi-même en replay. Une première question que je vais vous publier pour commencer, donc dans la partie sondage, comme on disait tout à l'heure. Hop, une question culture. Donc, savez-vous ce que signifie le mot vendémiaire? Est-ce une sorte d'almanach viticole? Est-ce le nom d'un mois du calendrier républicain? Est-ce une plante médicinale? Je vous laisse répondre du coup dans la partie question. Vous pouvez cocher votre réponse. Je vois qu'il y en a certains qui ont déjà répondu. Bon, je vais pas faire durer le suspense plus longtemps parce que je vois que vous avez tous la bonne réponse. Le Vendémiaire, c'est effectivement un mois du calendrier républicain. Et ce qui est intéressant, c'est que son nom est lié aux vendanges, puisque c'était le mois des vendanges, et que en fait, à l'époque, il s'étalait du 21 septembre au 22 octobre. Si je vous dis que dans la plupart des régions françaises, les vendanges sont déjà finies aujourd'hui,
on voit un petit peu qu'il y a un décalage, si vous voulez, entre les vendanges et la date des vendanges à l'époque et la date actuelle. Donc voilà déjà un indice qui montre que les dates classiques de vendange ont évolué. Bon, alors vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole. Je vous ai mis un petit peu les dates de cette année 2020, qui a été une année de précocité record. Je sais que vous avez peut-être l'impression qu'on vous dit ça chaque année, mais là, c'est vraiment très marquant. C'est un record inexpliqué dans énormément de régions. Premièrement, du coup, en Bourgogne, donc extrêmement tôt, les vendanges ont commencé le 13 août. En Champagne, la plupart des vignerons ont fait 100% des vendanges en août, donc en commençant le 20 et en finissant avant le 31, ce qui était jamais arrivé. À Chinon, on commence le 10 septembre, alors qu'en moyenne, c'était le 25. Et en Alsace, on a vu plutôt des débuts vers le 1er septembre, alors que c'était plutôt le 15 septembre en moyenne. Donc voilà, pour vous donner une idée, c'est assez général et dans toutes les différentes régions. Finalement, on vendange les raisins quand ils sont mûrs. Ça, d'accord. Mais qu'est-ce qu'un raisin mûr et comment on peut définir la maturité? C'est ce qui va nous aider à comprendre pourquoi elle a évolué. En fait, il faut aller au commencement. La maturité du raisin, c'est finalement la dernière étape dans le cycle de la vigne, le cycle végétatif. Il y a deux grandes phases. La période de dormance qui se déroule en hiver, qui s'achève généralement à la fin du mois de mars, pendant laquelle la température moyenne est inférieure à 10 degrés, donc vraiment les températures hivernales, et pendant laquelle la vigne dort. Ça veut dire quoi pour la vigne dormir? Ça veut dire que la sève est partie dans les racines et qu'il ne se passe rien au niveau supérieur au-dessus du sol. Après mars, on a le début du cycle végétatif, donc la vigne se réveille et vous avez tous les développements que vous connaissez, du bourgeon à la grappe. Voilà, c'est ce qu'on appelle le cycle végétatif. Généralement, on dit qu'il se déroule d'avril à octobre. Si on fait un petit zoom sur ce cycle-là, voilà les grandes étapes qui amènent à la toute fin à la maturité. La sortie du bourgeon, l'étalement des feuilles, la floraison, parce que la vigne fait une petite fleur que vous voyez en photo. De la fleur naissent les grains, donc avec la nouaison. Ces grains vont grossir, puis changer de couleur, qu'ils soient raisin noir ou raisin blanc. Vous allez quand même avoir ce qu'on appelle une véraison, donc un changement net de couleur. Et enfin, la maturité. Mais la couleur du raisin ne fait pas forcément sa maturité. La définition, elle est plus profonde que ça. En fait, la maturité du raisin, sa première définition, le critère numéro 1, c'est sa teneur en sucre. Parce que le sucre que contient la grappe va donner le potentiel alcoolique du vin. En fait, lors de la vinification, c'est le sucre qui va être transformé en alcool. Donc, pour savoir si le raisin est mûr pour faire du vin, bien sûr, il faut obtenir sa teneur en sucre pour savoir quel degré aura le vin obtenu. Donc, c'est vraiment le critère numéro 1 qu'on va regarder. Donc, comme tous les fruits, c'est un mélange d'éléments climatiques qui va faire que le sucre augmente à l'intérieur de la grappe, avec bien sûr la chaleur, le soleil, qui vont activer ce processus de maturation. En fait, il y a plusieurs types de maturité différents. Celle que je viens de vous décrire, on l'appelle la maturité technologique. C'est vraiment celle à laquelle on pense en premier. Elle a deux éléments, la concentration en sucre, comme on vient de le voir, et l'acidité totale, qu'on mesure par le pH, ce qu'elle va définir l'équilibre du vin pour le consommateur. Et c'est ce rapport qui va s'équilibrer entre le sucre qui augmente et l'acidité qui diminue, qui va faire la maturité technologique. Voilà, quand ce rapport est optimal, le raisin est mûr. On peut aussi le dépasser et là, on est en surmaturité. Il n'y a pas que la maturité technologique. En fait, il existe deux autres maturités quand on parle de raisin. Il y a la maturité phénolique. C'est la maturité de toutes les matières solides du raisin. Des pépins, des peaux, des pulpes qui peuvent être plus ou moins amères, mais aussi des rafles. Donc la rafle, c'est le squelette végétal de la grappe, donc vraiment ce qui tient les baies entre elles, qui est très végétale, très herbacée, très verte,
au début de la maturation et qui petit à petit va elle aussi mûrir, on ne sait pas forcément, se brunir et devenir beaucoup moins astringente. En fait, ces matières solides, elles sont aussi essentielles dans la maturité du raisin et elles sont tout aussi importantes que la maturité technologique. C'est d'ailleurs la maturité de tous ces éléments, notamment peau et pépins, qui vont donner les polyphénols, les anthocyanes et les tanins, si importants dans la vinification par la suite. Alors, je crois qu'on a une question. Quel est le pH d'un vin en moyenne? Alors, le vin est assez acide. Je vois que César est en train de vous répondre. Le pH d'un vin, globalement, est assez acide. Mais en fait, on n'a pas vraiment de moyenne parce qu'il y a des vins extrêmement acides et des vins qui vont l'être beaucoup moins. Je vais prendre un exemple que moi je connais bien, le champagne, très forte acidité. Et vous allez avoir par exemple des vins liquoreux qui vont l'être beaucoup moins. Donc en fait, vous avez un petit peu toute la palette. Le tout va rester plutôt dans la catégorie liquide acide. Donc plutôt voilà. Je crois que la réponse est en train d'arriver aussi à l'écrit. Je vous laisserai développer. Comment produit-on du raisin sans pépins? C'est tout simplement avec des croisements de cépages. Il n'y a pas de cépage sans pépins pour le vin, donc c'est surtout des raisins de table, hein, comme vous savez. Et c'est en faisant des croisements qu'on arrive à obtenir du raisin sans pépins. En fait, il y a des cépages qui en ont très très peu et qu'on utilise pour créer les clones qui vont être très utiles pour ça. Je reviens aux différents types de maturité. La maturité phénolique, donc toujours cette maturité des pépins, des peaux, des pulpes, elle va être très importante dans le style de vin qu'on veut produire. Surtout les vins rouges. Par exemple, si on veut produire un vin rouge plutôt fruité, plutôt léger, souvent qu'on va commercialiser rapidement, on va avoir une maturité phénolique légère. Voilà, donc on ne va pas attendre forcément que la peau et les pépins soient très, très mûrs. Alors que pour produire un vin de garde, peut-être plus structuré, charpenté, on va aller sur une maturité phénolique avancée. Pourquoi? Parce que dans la vinification des vins rouges, ces éléments solides, ils vont être en contact avec le vin pendant très longtemps. Vous allez avoir plusieurs semaines de macération avec tous les éléments solides qui vont être encore dans le jus. Donc, je vous laisse imaginer ce qui peut se passer quand on fait une macération avec des éléments non jus. Ça peut créer vraiment des problèmes avec un aspect végétal. Je suis sûre que vous avez déjà dégusté des vins qui avaient ces défauts-là. Un aspect vraiment herbe, végétal, trop prononcé. Il peut être recherché parfois, mais s'il est trop prononcé, ça va être compliqué. Alors qu'avec des vins que l'on veut plutôt fruités et légers, on va faire des macérations beaucoup plus courtes, beaucoup moins avancées, et la maturité des matières solides ne va pas avoir autant d'importance. Voilà, c'est du coup un critère aussi finalement de qualité et de complexité d'un vin, d'attendre que la maturité phénolique soit bien présente au moment de la vendange. Donc voilà un petit peu schématisé ce qu'on vient de dire, donc avec une maturation phénolique, donc croissance des anthocyanes sur la partie verticale, et vous voyez, elle va monter puis descendre, parce qu'en fait, quand elle atteint son pic, elle commence à redescendre avant de passer dans la surmaturation. Voilà, donc ça, c'est vraiment la présence d'anthocyanes dans la grappe, alors que la grappe est encore sur la vigne et encore en maturation. Donc, je vous ai dit qu'il y avait 3 maturités différentes. La troisième, c'est la maturité aromatique. Finalement, elle est aussi extrêmement importante. En fait, la maturité technologique et la maturité phénolique, elles suffisent pas à apporter tous les arômes du vin. Il y a vraiment une troisième maturité qui est parfois complètement indépendante et qui va tout simplement être liée à la formation des arômes qui sont très différents d'un jour à l'autre quand vous allez déguster les grappes sur les vignes. Donc, les conditions climatiques, elles sont très déterminantes pour les arômes. J'ai mis quelques exemples qui sont simplement la pluie qui va venir gorger les baies d'eau, elle va venir diluer les arômes.
La chaleur, elle peut entraîner une maturité aromatique trop rapide. On va avoir des raisins qui tournent, donc peut-être moins qualitative avec des arômes qui n'ont pas le temps de se mettre bien en place. Vous avez encore l'humidité qui va augmenter le développement des champignons. Et ces champignons-là, hein, donc par exemple Oidium, Mildiou, ils sont susceptibles d'apporter des arômes qu'on ne désire pas. Donc il faut vraiment rester dans les arômes qu'on a envie d'apporter au vin et pas passer du mauvais côté de la force. Voilà, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, je fais des petites pauses de temps en temps pour vérifier qu'on répond bien à tout. Je vous ai mis une petite vidéo de Philippe, qui est vigneron à Sancerre, donc le domaine Michel Girard, que vous connaissez peut-être, qui justement va nous parler, lui, de ses contrôles de maturité, de ce qu'il regarde pour décider de la date de ses vendanges. Donc, je vous partage tout de suite la vidéo. Hop. Donc, bonjour Philippe. Bonjour Marie. Nous sommes le jeudi 20 août. Alors, à l'heure actuelle, comment vous prévoyez les vendanges? On prévoit les vendanges soit fin de semaine prochaine ou tout début septembre. On va faire des prélèvements vendredi prochain pour analyser les mous. On va faire une dégustation lundi et on va, pour se prononcer, savoir si on commence en fin de semaine prochaine ou plutôt au 31 ou 1er septembre. Et du coup, c'est une dégustation des baies ou du jus? Oui, des baies. D'accord. Et là, vous arrivez en dégustant à... On apprécie un peu l'élasticité des peaux, on regarde l'acidité, on regarde un peu les pépins s'ils sont bien marrons. On apprécie tout ça, on voit s'il y a aussi des arômes, s'il y a un bon goût. Parce qu'il arrive un moment où pendant la maturité, il y a une phase aqueuse où les mous n'ont pas beaucoup de goût. Donc ils sont un peu dans un creux et ensuite après reviennent tous les arômes. Donc il faut plutôt prendre à ce moment-là. Et surtout ne pas rater le côté, la fraîcheur et le côté minéral. Donc pas faire trop tard non plus, quoi. Non, voilà. D'accord. Apprécier le bon moment. Ok. Voilà, j'espère que vous avez tous pu voir les paroles de Philippe. Alors, je vais remettre, voilà, et on va repartager les slides. Je crois que vous les avez perdus. Les voyez-vous? Hop, voilà. Pour revenir sur les propos de Philippe, du coup, la vidéo est assez riche, il y a plein d'informations. Donc effectivement, il nous explique que lui, il va beaucoup déguster les baies pour savoir quand il va pouvoir commencer ses vendanges. Donc c'était une rencontre qu'on avait fait le 20 août. Il pensait commencer le 30 ou 1er septembre. Donc là, il vient juste de finir les derniers jours de cueillette. Effectivement, il décrit bien cet aspect arôme qui monte en puissance, mais qui peut aussi avoir des paliers, des creux. Il faut bien comprendre que la maturité technologique, si elle peut peut-être suivre une courbe d'accumulation des sucres, et encore, c'est pas toujours rectiligne, le reste aromatique, phénolique, ça a vraiment à voir à la température moyenne de la dernière nuit, des derniers jours, etc. Et il y a pas de science exacte. On va avoir des creux, on va avoir des problèmes avec quelques gouttes qui sont tombées qui vont complètement changer les équilibres. Donc c'est vraiment une science assez précise et qui demande une dégustation très très régulière quelques jours avant les vendanges. Voilà pour ça. Du coup, comme Philippe commençait à l'expliquer dans la vidéo, tout l'art de faire de bonnes vendanges, c'est trouver le point d'équilibre entre les différentes maturités qu'on a citées. Dans les régions méridionales, malheureusement, la maturité technologique, donc accumulation des sucres et baisse de l'acidité, pour rappel, elle est souvent atteinte avant la maturité phénolique, obligeant les vignerons à attendre avant de récolter. C'est ce qui crée le phénomène que vous avez certainement remarqué, de vins, notamment de vins plutôt sudistes, qui ont des degrés alcooliques de plus en plus élevés. Parce qu'en fait, finalement, les vignerons sont obligés d'attendre une maturité assez avancée au niveau de la teneur en sucre. Et donc, ça va avoir des degrés alcooliques potentiels très hauts. Si on prend complètement à l'inverse des régions plus septentrionales, comme la Champagne, l'acidité en Champagne, elle descend parfois trop vite, alors qu'elle est essentielle pour créer les vins effervescents et ces vins qui ont du peps. Elle va descendre trop vite par rapport à la maturité aromatique et phénolique.
Et donc, on va là aussi avoir des problèmes. Là, c'est pas le sucre qui vient trop tôt parce que les chaleurs sont quand même un peu moins importantes, notamment sur le long terme avec le printemps. Par contre, l'acidité parfois peut avoir une chute rapide et c'est quelque chose auquel les vignerons font très attention. Je vous ai mis aussi, bien sûr, petite phrase, qu'il ne faut pas oublier l'état sanitaire du raisin qui tend à se dégrader si on attend trop. Donc tout ça, c'est un équilibre entre maturité et état sanitaire et bien sûr météo des jours à venir qui vont faire qu'on va choisir une date pour la vendange. Voilà, donc c'est finalement ni trop tôt ni trop tard. C'est le meilleur jour pour la vendange. Je pense que si vous demandez aux vignerons en vous promenant, c'est la réponse la plus précise que vous aurez. Une petite question à nouveau, qui est peut-être un peu facile, je l'avoue. Quel est le deuxième indicateur de la maturité technologique avec la teneur en sucre? Alors, je vous publie tout de suite ça dans la partie sondage. Alors, est-ce la couleur et la taille des baies, la qualité des arômes ou l'acidité? Je sens que c'était un petit peu trop facile si vous avez bien écouté les premières slides. Alors, la bonne réponse, c'est l'acidité. En fait, la maturité technologique, si vous voulez, c'est la maturité de laboratoire, on pourrait l'appeler comme ça. Et c'est vraiment celle qu'on mesure avec la teneur en sucre et le pH, donc l'acidité. La couleur et la taille des baies, ça va être encore différent, parce que là, en fait, la couleur n'est pas forcément synonyme de maturité complète. Et la qualité des arômes, bien sûr, ça sera plutôt la maturité aromatique et pas technologique. Donc, on a un petit peu parlé des différents types de maturité. Maintenant, on peut essayer d'étudier comment on va la tester. Donc, quels sont les outils des vignerons au quotidien, notamment quand le mois d'août approche, pour tester la maturité de leur parcelle. Le premier outil que les vignerons utilisent très souvent, c'est le réfractomètre. Donc, il apporte une mesure approximative, mais quand même intéressante, de la teneur en sucre des baies. Ce réfractomètre, c'est un outil sur lequel on va poser en fait un raisin qu'on va presser, donc quelques gouttes d'une baie suffisent, et on va déposer la goutte de mousse sur une vitre pour observer le résultat. Qu'est-ce qu'il nous indique? C'est un petit instrument qui compare l'indice de réfraction du jus de raisin qu'on a posé par rapport à l'indice de réfraction étalonné, c'est-à-dire celui de l'eau, hein, comme la plupart du temps. On va, grâce à ça, obtenir la densité du liquide. Donc, la différence de densité entre le jus et l'eau, elle est expliquée à 99% par le sucre contenu dans le jus. Donc, on va déduire la teneur de fructose, hein, parce que c'est le sucre qui est contenu dans le raisin, grâce à cette différence de densité calculée entre jus et eau. Ça, c'est le réfractomètre. On peut aussi calculer cette différence de densité un peu plus précisément grâce au mustimètre que vous voyez ici utilisé. Ça a l'air d'un gros thermomètre et on va plonger en fait ce mustimètre à l'intérieur. Il va nous donner sur son échelle la densité, toujours en la comparant avec la densité de référence qui est celle de l'eau. Bon, alors, vous commencez à le voir par rapport aux photos. Le réfractomètre, c'est un petit outil qu'on peut mettre dans sa poche de blouson dans la vie. Là, le multimètre est un peu plus précis, mais il demande quand même à ce qu'on presse 10 à 15 grammes, à ce qu'on s'installe un petit laboratoire. Donc, c'est un peu plus précis, mais la plupart des vignerons en possèdent, parce que c'est quand même très important de pouvoir le calculer. On va également, généralement, faire ces prélèvements à la sortie de chaque pressoir pour, bien sûr, pouvoir avoir un compte rendu de ce qui a été sorti et du potentiel alcoolique des vins qu'on va sortir de l'année. En fait, tous ces tests, ils peuvent aussi être faits dans des laboratoires œnologiques. La plupart du temps, les vignerons font les deux d'ailleurs, pour avoir quand même des professionnels qui valident leurs observations. On va avoir davantage de précision avec le poids des baies, le degré potentiel très précis, l'acidité totale, mais aussi de quoi elle est formée, parce qu'il y a plein d'acidités différentes, acide malique, acide tartrique, etc.
qui vont après, dans les processus de vinification, avoir des développements différents et du coup des conséquences différentes dans le vin. Sans compter le taux d'azote, l'état sanitaire, puisque les champignons ne sont pas forcément visibles à l'œil nu, mais le laboratoire va pouvoir les détecter. Donc tout ça, ça amène aussi les vignerons à envoyer quelques échantillons généralement avant et après les vendanges dans les laboratoires œnologiques pour avoir des résultats très précis. Finalement, on a parlé beaucoup de maturité, mais la date de début des vendanges, donc finalement la définition de quand on a le droit de ramasser ses fruits mûrs, c'est une affaire publique. C'est pas du tout avec notre petit réfractomètre tout seul dans notre coin qu'on décide quand j'ai le droit de vendanger la parcelle. Autrefois, ce qu'on appelle le banc des vendanges, hein, c'est exactement comme pour la chasse par exemple, c'était régi par un arrêté préfectoral. Aujourd'hui, la levée du banc des vendanges, elle est décidée par chaque syndicat d'appellation localement, voire même chaque commune. Dans les faits, si les vignerons procèdent à beaucoup de tests dans leurs parcelles, souvent ils se réfèrent quand même beaucoup à ce que fait le voisin et à ce que préconisent les autorités. Et dans beaucoup de régions, c'est encore assez strict. Il faut vraiment obtenir des dérogations pour pouvoir vendanger plus tôt, avec des personnes qui vont vérifier, passer dans les vignes, si la date des vendanges n'est pas incohérente avec la qualité du produit de l'appellation. J'ai eu par exemple l'exemple cet été en Champagne, avec des personnes à qui on a demandé l'attestation de dérogation pour pouvoir vraiment vérifier qu'ils étaient dans leurs droits. Donc voilà, c'est quand même intéressant. On est face à des viticulteurs qui sont parfois propriétaires, qui ont travaillé leur vigne toute l'année, mais qui doivent quand même montrer patte blanche pour aller prendre leur récolte. Il faut aussi penser, c'est peut-être un petit peu pragmatique, mais aux considérations économiques. Il est très très rare de commencer les vendanges, même si ça serait le jour parfait, un dimanche. Ça ne se fait pas trop. Et c'est aussi très rare de commencer le dernier jour du mois, tout simplement pour ne pas multiplier les fiches de paye. Il y a vraiment des considérations très pragmatiques. Donc, je connais très peu de domaines qui commencent le 31 août, ou alors peut-être vraiment des domaines très importants qui peuvent se permettre ce luxe. Finalement, on a parlé beaucoup de maturité, de date de début, etc., de laboratoire. Ce qui reste test numéro 1, ça va être la dégustation des baies et du jus. C'est ce qu'on voyait aussi un petit peu avec Philippe tout à l'heure, avec voilà une étude du potentiel aromatique, de la présence des sucres, etc. Je vais vous laisser Thierry vous parler de tout ça dans cette petite vidéo. Hop. Donc rien ne vaut l'analyse de l'homme et la dégustation des jus. Donc là on est sur une parcelle de Lude, du Pinot Meunier, on a cueilli les raisins tout à l'heure. Voilà, c'est très très bon, très riche en sucre. Il n'y a pas de pointe amère, il n'y a pas d'astringence. Donc on peut aller l'accueillir. Voilà donc une vidéo très courte juste pour expliquer qu'il y a vraiment aussi finalement le palais du vigneron qui va entrer en compte, astringence, amertume, sucrosité, etc. Tout ça, on peut aussi avec l'expérience le sentir à la dégustation. Donc ça, c'est vraiment une vidéo qui a été prise l'avant-veille de la vendange de la parcelle, avec une parcelle qui était pratiquement prête à vendanger. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce travail-là, il va continuer aussi pendant les vendanges et il a affiné parcelle par parcelle, zone par zone. Donc c'est aussi un travail de longue haleine. On commence pas les vendanges dans un domaine et puis après on continue les yeux fermés. On établit un planning avec lequel on va suivre toute la récolte. Donc, par quelle parcelle on commence, pourquoi, quel cépage, etc. Justement, si on parle un petit peu maturité, cépage, style de vin, comment ça entre en jeu? En fait, on revient à la maturité vraiment du fruit. C'est la quantité de chaleur accumulée qui est mesurée en additionnant toutes les températures au-dessus de 10 degrés dans l'année. Donc, on obtient souvent des résultats de 1500 à 3000 degrés Celsius.
c'est ça qui va définir, si vous voulez, la chaleur cumulée sur une zone précise. Et en dessous d'un certain quota de chaleur cumulée, on dit que c'est très peu probable d'arriver à faire du bon vin et voilà, à faire pousser de la vigne efficacement. Et cette chaleur cumulée, calculée, elle va aussi indiquer quel cépage planter où. Donc, on a vraiment des cépages qui vont mûrir et avoir besoin de chaleur plus ou moins. Il y a d'ailleurs une classification des cépages qui a été publiée. Alors, c'est une très vieille classification et le cépage de référence, c'est le chasselas. Ce qui est assez marrant parce qu'en fait, c'est surtout un raisin de table, mais on l'utilise aussi pour le vin, notamment en Suisse. C'est d'ailleurs pourquoi il a été pris en référence ici. Donc voilà, c'est juste pour votre information. On a vraiment cet effet cépage qui va jouer beaucoup dans les vendanges. On va, par exemple, dans les domaines dans le sud, toujours vendanger les cépages blancs en premier, aussi parce qu'on veut préserver leur acidité. Et on va souvent vendanger la syrah avant la grenache et finir par la mourvèdre, etc., etc., avec des cépages qui, traditionnellement, ont des rythmes de maturité différents. Voilà. Le premier levier du vigneron pour établir le style de son vin, bien sûr. La date des vendanges, c'est vraiment là que la patte de l'élaborateur va venir frapper fort pour définir le style du vin. Donc voilà, un petit exemple. Un vigneron qui aime les vins ronds et les vins généreux va récolter avec une maturité avancée et inversement. Je pense que ça, vous l'avez compris. Si on cite quelques grands styles de vin et l'implication que ça a sur leur vendange, on peut dire par exemple, on l'a vu tout à l'heure, que pour la Champagne, on va vendanger très tôt. Donc en Champagne, c'est une des régions les plus froides où on produit du vin en France, peut-être avec l'Alsace et des parties de la Bourgogne. Pourtant, ça va être une des zones où on vendange en premier parce qu'on veut avoir des vins avec une acidité très élevée. En plus, on ne veut pas un potentiel alcoolique, donc une teneur en sucre trop importante, parce que dans le processus de champagnisation, on va recréer de l'alcool. Donc, on veut rester assez bas, sinon on ferait des champagnes à 13, 14 degrés, ce qui est extrêmement rare, comme vous le savez, et même interdit. Si on prend un petit peu le contrepoids de ces vins très acides, on trouve les vins doux et liquoreux. Donc, pour faire ce qu'on appelle par exemple des vendanges tardives, donc vous avez un exemple ici en photo avec des Gewürztraminer alsaciens. On cherche à avoir une grande concentration en sucre, donc une maturité très avancée, ce qu'on appelle même une surmaturité. La technique, c'est très simple. En fait, on laisse les raisins sur la vigne suffisamment longtemps pour qu'une partie de l'eau contenue dans la baie s'évapore. On obtient ainsi une concentration juste par évaporation de l'eau. Parce qu'à un moment, le sucre arrête de se produire, mais c'est en diminuant l'eau qu'on arrive à concentrer. Si on passe encore au-delà et qu'on passe le stade état sanitaire sain de la grappe, on va vers les vins liquoreux qui sont obtenus grâce au Botrytis cinerae, qui est une pourriture noble, donc c'est vraiment un champignon, que l'on laisse se développer sur la grappe en surmaturation et qui va apporter à bonne maturité et après cueilli au bon moment des arômes très caractéristiques et très recherchés dans des vins que vous connaissez certainement, comme le Sauterne, qui en est le plus bel exemple en France. Donc voilà, après on a des vins très très précis, c'est des vinifications assez difficiles et on va notamment faire la récolte en plusieurs passages puisqu'on va prendre chaque grain à vraiment parfaite maturité avec sa dose de champignons développés dessus. Donc, plus la température moyenne d'une région est élevée, plus les vendanges y sont tôt dans la saison. Alors, je vous publie le son. N'hésitez pas si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Je parle peut-être un petit peu vite, n'hésitez pas s'il y a des éléments qu'il faut préciser. Hop. Donc, on peut aussi refaire une catégorie dans les styles de vin sur les vins rouges. Hein. On l'a vu tout à l'heure, avec des vins pour lesquels la maturité phénolique, donc des pots, de la rafle, etc., est très, très importante. Donc, chaque style de vin amène à une date particulière. On va regarder tel critère plutôt qu'un autre. C'est vraiment très important. C'est la première étape
qui va tout faire dans le choix du vinificateur. Alors, on a des avis partagés sur cette question de sondage. Alors, effectivement, c'est faux. Donc, c'est vraiment ce qu'on a dit tout à l'heure sur la Champagne, par exemple. Donc, plus la température moyenne d'une région est élevée, plus les vendanges y sont tôt dans la saison. Non. En fait, la date des vendanges, elle va surtout être amenée par le style de vin recherché. Donc, ça peut être, on peut avoir des vendanges très précoces dans la saison, dans une région très fraîche comme la Champagne pour avoir une belle acidité. Et on a souvent des vendanges qui s'étalent jusqu'à très tard dans des régions comme le Languedoc, comme la Provence, parce qu'on veut, on a des cépages qui le demandent et qui ont une maturité très longue. On recherche vraiment des maturités très importantes, de cépages rouges notamment, comme vous pouvez l'imaginer, Cinsault, Mourvèdre, etc. On arrive presque à de la compotée à la fin tellement c'est mûr. Voilà, donc vraiment, ça veut rien dire. On peut commencer très tôt à un endroit et finir très tard à un autre. Tout est dans le style recherché. Alors, on a vu tout au début de la présentation que les vendanges étaient de plus en plus tôt. Ça, c'est quand même un fait. Les chiffres le disent, le montrent. Donc, il faut quand même qu'on étudie ce phénomène. Pourquoi? Sur quelle maturité le dérèglement climatique va jouer? Comment peut-on l'expliquer? Déjà, constat à nouveau peut-être un petit peu plus précis sur une échelle de date depuis 1950 et encore ça s'arrête à 2010 mais la courbe serait drastiquement basse pour l'année 2020. Vous avez effectivement l'avancée des vendanges donc en 26 ans, 25 ans, ça avance de 15 jours à Saint-Émilion, 26 jours en Alsace. Je pense que les courbes sont assez parlantes. Tout ça a une diminution du degré alcoolique, puisque finalement, ce dérèglement, il va prioritairement faire monter la teneur en sucre et donc le potentiel alcoolique des vins. Donc, bien sûr, on l'a vu, hein, les vignerons essayent de trouver un compromis, mais la maturité technologique étant plus rapide que la maturité phénolique et aromatique, on est obligé pour avoir des vins toujours aussi agréables, fruités, etc., d'attendre que ces arômes fruités et ces arômes complexes se développent pour pouvoir vendanger. Ce qui amène effectivement, maintenant aussi en 2020, des vins qui vont monter à 15 degrés facilement dans certaines régions. En fait, c'est pas forcément en été que tout se joue. On parle beaucoup de canicule estivale, on se dit que c'est pour ça que les raisins sont plus mûrs. C'est vrai, ça joue, c'est sûr, mais une grande partie de la précocité des vendanges, elle est plutôt due à ce qui se passe en amont. Les fortes chaleurs, ça peut accélérer la vigne, mais au bout d'un moment, si la chaleur est trop forte et la sécheresse trop importante, ça va plutôt ralentir. Ça va amener la vigne à faire une pause dans son développement. Elle va se resserrer sur elle-même et elle va complètement arrêter d'apporter à nouveau des nutriments aux baies. Donc, on a ce phénomène, en fait, quand on étudie la courbe, par exemple, de la teneur en sucre, on a ce phénomène de palier, de réelles pauses qui peuvent durer pendant plusieurs jours et qui vont rendre les vendanges très difficiles à prévoir quand les températures montent au-dessus de 30 degrés pendant plusieurs jours d'affilée. Mais en fait, la raison principale de cette précocité de la récolte, comme je le disais, c'est plutôt le début du cycle végétatif. On a commencé à le voir un petit peu tout à l'heure avec ces différentes étapes. Et ce début, il est de plus en plus tôt. Et en fait, ça va avoir un effet domino, si vous voulez, sur toutes les étapes qui vont, elles, à nouveau être plus précoces. Et on va arriver à la fin, au bout de la chaîne, à des vendanges très précoces également. Donc, on a par exemple des bourgeons. Là, je vous ai mis une photo assez invraisemblable, hein, des bourgeons aussi développés. Là, c'est des bourgeons de plusieurs semaines. Le 25 mars en 2020 à la Lande de Pomerol, c'est assez rare d'avoir un bourgeon déjà rosé avec des feuilles qui se développent comme vous pouvez le voir sur la photo. Voilà, le 25 mars, on est quatrième jour du printemps. Normalement, on bourgeonne pas encore comme ça. Et donc, voilà, ça va amener à 15 jours, 3 semaines d'avance si on fait le tour du cadran et qu'on se situe en septembre.
Voilà, donc c'est aussi important à comprendre. C'est un dérèglement complet et pas seulement une ambiance caniculaire comme on pourrait l'imaginer, parce que c'est ce qu'on ressent nous, mais la vigne a plutôt les conséquences du printemps. Voilà pour cette partie présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je répondrai avec plaisir. Si vous n'en avez pas, ou pas tout de suite, je reste là si elles vous viennent. Je vous passe la slide suivante. Nous prévoyons du coup, comme je vous l'ai dit, donc un webinaire tous les mois. Le prochain aura lieu le mardi 13 octobre à 19 h à nouveau. On va vous parler de Bourgogne, donc sous tous ses angles, que ça soit climat, sous-région, etc. N'hésitez pas à vous joindre à nous. Je ne sais pas si vous êtes vous-même de grands amateurs de Bourgogne ou plutôt des Bordelais qui ne la goûtaient pas trop. Je ne sais pas si vous avez un avis sur la question, mais en tout cas, ça sera un plaisir d'essayer d'approfondir un petit peu, de comprendre pourquoi la Bourgogne est aussi connue, pourquoi elle fait autant rêver. Voilà. Bah, écoutez, c'était un plaisir de passer ce moment avec vous. J'espère que vous avez appris plein de choses sur la maturité. Comme vous le savez, les vendanges dans toute la France sont presque finies. Il y a encore quand même le sud avec la Provence, le Languedoc et Bordeaux qui ont leurs vendanges à venir. On souhaite bon courage à tous les vignerons. Merci à vous. Et n'hésitez pas, par mail, on sera ravis de pouvoir vous répondre. Merci Jean-Philippe. Très bonne soirée. À très bientôt. Je vous retrouve le mois prochain.